Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre émission d'actualité spatiale sur les ondes de Radio GMT. Ce soir, petite particularité, on se retrouve pour un épisode hors série dans cette période de Noël pour vous présenter des suggestions de cadeaux pour vos proches à l'approche des fêtes. Alors des cadeaux spatiaux, j'ai envie de vous dire si il vous reste encore des choses à trouver, vous êtes peut-être un petit peu en retard, mais comme nous toutes et tous. Mais on va commencer cette émission en présentant l'équipe de ce soir, en commençant par mon cher François. Bonsoir François. Eh bien, bonsoir à tous et toutes. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et mon cher également Thomas. Bonsoir à toutes et tous pour cet épisode de Noël. Exactement, et nous accueillons pour cet épisode spécial une nouvelle arrivante dans l'émission qui s'appelle Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir. Est-ce que tout va bien ? Tout va bien, je suis très contente d'être là, un peu impressionnée mais contente. Mais ça va très bien se passer. Et donc notre but aujourd'hui c'est de vous présenter des objets, des biens culturels en lien avec le spatial que vous pourriez éventuellement offrir à des gens ou vous offrir même à vous-même. Mais je vais laisser la parole pour commencer à mon cher François. Eh bien, mon premier conseil cadeau, c'est une BD du nom de Cosmos avec un K et une police qui fleure bon l'Union soviétique. Au scénario de cette BD, Pat Perna, au dessin et aux couleurs Fabien Bédouel, soit deux Français, publié aux éditions Delcourt en octobre 2021. Voilà, avec ça, vous devriez être capable de la retrouver. Alors de quoi ça parle cette BD du nom de Cosmos ? D'Apollo 11, très brièvement. L'histoire, le scénario très simple, les Américains allunissent, on le sait tous, sauf qu'ils découvrent que l'URSS est arrivée avant eux. Cependant, ils n'en ont jamais entendu parler. Mais pourquoi l'URSS n'a-t-elle donc rien dit sur le fait qu'elle est arrivée avant les Américains ? Eh bien en fait c'est une BD qui a un double étage. La première, ça va être d'essayer de comprendre, de suivre plutôt l'histoire de ces cosmonautes qui sont arrivés avant les Américains sur la Lune. Qu'est-ce qu'ils font là ? Quel était leur objectif ? Et le deuxième étage de cette fusée, de cette BD, ça va être de comprendre les raisons pour lesquelles l'URSS a gardé le secret sur son succès. Et en sus, on a également une charge utile. C'est une réflexion sur le statut de l'image et la force de l'image dans l'exploration spatiale, mais pas que, à notre époque plus généralement. C'est d'ailleurs intéressant de parler d'image parce que, on parle de BD, on parle d'une BD dont le dessin est absolument époustouflant. Alors, pour bien vous situer, c'est une BD qui fonctionne avec des fonds noirs, le trait est blanc, il est précis, il est détaillé, on a également des planches qui font une page entière, qui font une double page. On a l'impression de retrouver, alors moi j'ai pensé à des pochettes d'albums, certains albums que j'écoute, j'ai pensé aussi à des plans d'engins spatiaux tellement le trait est précis, j'ai pensé également évidemment à toutes les images qui fleurent bon l'exploration spatiale, puisque l'exploration spatiale marche par des images, donc c'est même une aventure graphique de lire cette BD. Et en plus, ce que moi j'apprécie beaucoup, c'est que c'est une BD en un seul volume. Ça signifie que vous n'offrez pas un cadeau qui implique pour celui qui le reçoit d'en acheter 10 de plus. Non, la BD, elle commence et elle se termine dans ce seul volume. Donc pour moi, c'est vraiment un très beau cadeau à offrir. Et je crois qu'il a déjà été offert, si je ne me trompe pas, mon cher Thomas. Et oui, exact. Notre cher François, avant même de nous l'avoir présentée, me l'a offerte. Et en effet, elle est tout simplement géniale. C'est-à-dire que, comme tu l'as très bien résumé, la patte graphique est incroyable. Les images, parfois, on peut retomber sur une double page sans aucune ligne de texte, mais juste, on prend le temps d'apprécier les coups de crayon. Et comme tu l'as si bien résumé, une histoire, un scénario qui laisse un petit peu de marbre, qui laisse réfléchir, et c'est un vrai plaisir à la lecture. Je la recommande avec grand plaisir. Et donc, Cosmos, c'est bien ça, avec un K. Exactement. Écoute, merci beaucoup François d'avoir introduit cette émission. Je vais passer la parole à mon cher Thomas, qui a aussi une petite recommandation pour vous. Alors moi je vais la jouer originale. Vous l'avez certainement vu passer sur les communications de l'ESA, du CNES, de Thomas Pesquet, ou de tous les autres merveilleux vulgarisateurs et scientifiques spatials qui opèrent sur les réseaux sociaux. Je vais bien sûr parler du livre de Thomas Pesquet, La Terre entre nos mains. Au-delà d'un recueil de photos, c'est un recueil de photos avec des commentaires, du texte, de belles images, des instants de rêve qu'on peut juste feuilleter à la recherche d'une belle image, à la recherche d'un endroit, à la recherche d'un nouveau lieu à découvrir vu du ciel, ou alors lire chaque petite ligne écrite à la main de Thomas Pesquet et de l'ESA pour nous laisser apprécier le ressenti quand on voit ça pour la première fois. Alors c'est un livre qui m'a beaucoup plu parce que l'aspect visuel est omniprésent. Je me suis permis de vous l'ouvrir parce que je l'ai feuilleté avec vous sur une image qui m'a beaucoup plu de la vue de l'ISS sur un lever de soleil
qui nous offre une magnifique aurore boréale. Moi j'adore le jeu de couleurs, j'adore les étoiles qu'on peut voir comme si c'était presque des petits pixels sur une carte d'un vieux jeu. Mais au-delà de ça, c'est des photos qui peuvent être parfois sur une page entière, sur 2 pages, ou même sur 4 pages dépliantes, et ça fait plaisir. On a des thématiques comme le lever du jour, les équipages, la terre, les nuages, les tempêtes, les mers, le littoral, les fleuves, les terres, les villes, et j'en passe. Mais c'est extrêmement complet, riche et détaillé, de quoi voyager chaque soir un peu plus loin, parmi les étoiles. Un vrai plaisir de pouvoir parcourir les commentaires à chaque photo, des commentaires visuels mais très humains, et bien sûr, un livre engagé, d'une part parce qu'il y a l'impact écologique qui est souligné, les serres, les mines, et j'en passe, mais aussi, il faut savoir, et je tiens à le préciser parce que c'est quand même important, que les bénéfices et les fonds sont reversés pour l'achat des livres au Resto du Cœur. Voilà. Donc moi, c'est un livre qui me plaît beaucoup, je voyage encore beaucoup grâce à lui, et vous le recommande car je pense que c'est l'incontournable de cette année pour tous les amateurs de spatial. Et donc, si j'ai bien compris, dans ce livre, ce sont majoritairement des photos prises par Thomas Pesquet durant ses voyages dans l'ISS ? Tout à fait, c'est mon ressenti. Je suis pas allé jusqu'au bout pour l'instant, donc j'ai pas lu tous les crédits et détails. Mais en tout cas, c'est bien affiché Thomas Pesquet et participation de l'ESA. Donc je pense que oui, en effet, c'est majoritairement Thomas Pesquet. Et comme tu l'as évoqué, en plus de ça, il y a la bonne action, disons, la chose qui est gratifiante d'autant plus en achetant ce livre, c'est de savoir que tous les droits d'auteur seront reversés au Resto du Cœur. Et c'est vraiment une très bonne chose, je pense, dans cette période parfois compliquée pour certains et certaines. Et donc, on va enchaîner avec une première présentation de notre chère Camille, qui aurait éventuellement aussi un petit cadeau aux couleurs spatiales à nous présenter. Exactement. Alors, un petit gros cadeau, puisqu'en effet, c'est un planétarium. Donc là, celui que j'ai sous les yeux, c'est le Star Théâtre. Et c'est en fait un planétarium mobile qui permet d'afficher le ciel étoilé dans une pièce, donc chez soi, ça peut être dans sa chambre, n'importe où. Et ce que j'aime avec cet objet, c'est qu'il a quand même vocation à être pédagogique, donc c'est-à-dire à vraiment représenter le ciel. Donc ce n'est pas juste une lampe qui va faire un effet de ciel étoilé. Et en fait, je trouve ça assez super pour les personnes en fait, qui se sentent peut-être pas trop à l'aise à regarder le ciel, parce que je sais que c'est des fois un petit peu... comment je pourrais dire ? Un petit peu apeurant de regarder le ciel, de devoir trouver seul les constellations, etc. Et ça peut être un super cadeau pour commencer à découvrir ça, parce que rien ne vaut le vrai ciel, mais c'est une opportunité, je trouve, chouette, que ce soit pour des enfants, mais aussi pour des adultes qui aiment ça. Et la particularité, donc celui que j'ai choisi, c'est qu'en fait, il y a des disques que l'on peut acheter et que l'on peut rajouter à l'intérieur, donc pour choisir quel ciel on veut voir, l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, quelle saison, etc. Donc ça peut être aussi personnalisable et c'est assez chouette. Personnellement, j'ai toujours peur de ce type d'objet en me disant, on voit les pubs passer sur Facebook, etc. On se dit, ah c'est magnifique, mais est-ce qu'en vrai, ce ne sera pas un truc tout moche, tout dégueulasse, qui fera un ciel pixelisé sur notre plafond et nos murs ? Mais bon, ça tu peux pas le savoir avant de le tester. Mais là, celui-ci a l'air un peu plus sérieux quand même, parce que tu as les questions des disques, des hémisphères, etc. Les mecs ont travaillé, les mecs et les femmes ont travaillé leur sujet, quoi. C'est ça. Et de ce que j'ai vu un petit peu, effectivement, il y a des gens qui disent « Oh, c'est dégueulasse !» Ah. Et c'est vraiment très flou. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Non, c'est juste des questions de réglage. » Donc je pense que ça se fait et que c'est possible, mais voilà. Et du coup, pour retrouver ce planétarium mobile, où est-ce que on peut se le procurer ? Alors, il est disponible sur Internet. Je l'ai trouvé notamment chez Nature et Découverte. Voilà, donc pour un petit budget quand même, 250 €. Donc, ce n'est pas un cadeau pour toutes les bourses peut-être. Entre le budget et la marque, on peut s'imaginer quand même un certain gage de qualité aussi. Voilà. Ouais, Ça, surtout le fait qu'il soit vendu chez Nature et Découverte, ça me laisse penser quand même qu'ils ont vérifié un minimum la véracité de ce qu'ils annoncent sur la boîte. C'est Après, ça. dans tous les cas, tu ne seras pas face à un ciel étoilé au Chili ou je ne sais où, mais pour autant, c'est quand même une très bonne introduction, je pense. Voilà, mais c'est sûr que c'est pas un ciel étoilé et c'est pas un planétarium professionnel. Je pense qu'il faut pas avoir des attentes trop hautes non plus, au risque d'être déçu. Mais c'est bien, ça peut remplacer les lumières LED qu'on a maintenant collées au plafond qui permettent de changer de couleur par un beau ciel étoilé qui illumine ton salon. Non, mais c'est une vraie ambiance particulière et c'est cool parce que c'est le premier objet qu'on a présenté aujourd'hui.
Et donc moi, ce soir, je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu récemment, d'un auteur de science-fiction français qui s'appelle Pierre Bordage, qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il vient de mes contrées nantaises. Et c'est un livre qui s'appelle Gigante, qui raconte l'histoire d'un certain Zaslo Merticante, qui voyage de son monde natal vers une planète en tout point gigantesque. Vous l'avez ? Gigantesque, bref. En tant que qu'ethnolinguiste, donc ça veut dire qu'il s'intéresse aux relations entre les peuples, les langages, la culture et la société, notre cher Zaslo cherche à percer les mystères des légendaires géants vus comme les premiers habitants de la planète, donc Gigante, mais aussi, il vient un peu là pour tuer son père quand même, faut l'avouer, qu'il a abandonné à la naissance. Problème, l'évolution du voyage spatial a connu quelques petits bouleversements entre le moment où son paternel a pris la fuite de sa planète natale pour la planète Gigante et au moment où lui a entrepris son voyage, ce qui lui laisse approximativement 20 ans avant que son père arrive donc sur cette planète. Et lui, il va se lancer donc dans une quête pour aller essayer d'élucider ce mystère des géants sur une planète pas très habitable, disons, aux colères un tout petit peu cataclysmiques. Et moi, c'est vraiment une ambiance qui m'a beaucoup plu parce qu'il évoque plein de sujets qui sont très terre à terre, sans mauvais jeu de mots, alors que pourtant, on est quand même dans une ambiance science-fiction, mais assez facile d'accès. C'est pas de la science-fiction complètement perchée, où dès les 20 ou 30 premières pages, tu as un bestiaire gigantesque de monstres et de créatures. Là, c'est vraiment une ambiance un peu sociale qui m'intéresse énormément. Et en plus de ça, il y a vraiment des descriptions de paysages et d'ambiance à la fois de population, de langage, etc., qui est, je trouve, très motivante et vachement imaginative dans l'ensemble de ces histoires. Il faut savoir que c'est un livre qui est paru en 2013, donc finalement assez récemment, qui est un seul opus, là où Pierre Bordage avait l'habitude de faire des trilogies ou au moins des duos de livres, et ça se lit assez facilement, c'est en poche 400 pages environ. Il est classifié dans une rubrique, un registre qui est assez peu connu, qui est le Planète Opéra, parce que en gros c'est une sorte de huis clos mais sur une planète, aux dimensions gargantuesques très clairement, mais je vous laisserai découvrir, je vous en dirai pas plus. Cet univers qui, moi, je trouve est vraiment prenant. J'ai pas l'habitude de lire beaucoup de livres dans ma vie, j'ai envie de dire, en général, et pourtant celui-ci m'a quand même bien accroché, donc je vous en dis pas plus, je vous le conseille fortement. Ça s'appelle Gigante de Pierre Bordage et c'est trouvable un peu partout dans vos librairies. Voilà. Je sais pas si... est-ce que vous avez déjà entendu parler de cet auteur, ou en général, ou pas du tout ? Alors, moi perso, Pierre Bordage, oui. Il a écrit quelques très bonnes séries de livres de science-fiction. Quand tu me parles de la quête du fils qui va chercher son père à travers l'espace, ça me fait penser au film Ad Astra. Je cale une nouvelle petite idée au cas où certains cherchent une idée. Mais pas du tout de Gigante. Mais en tout cas, l'idée est très bonne. Bah écoutez, voilà, je voulais vous présenter ça, donc également un livre, encore une fois pas très radiophonique, mais on est là pour vous proposer des cadeaux. Écoute, je passe la parole à mon cher François qui avait peut-être une deuxième recommandation. Eh bien, je ne vais pas aller très loin puisqu'on reste dans les classiques de la littérature de science-fiction. Un petit peu plus ancien peut-être, moi je vais vous parler d'Isaac Asimov, très connu notamment depuis qu'une série a été... il était déjà très connu, mais je pense qu'il l'est d'autant plus maintenant qu'il y a une série qui a été réalisé sur l'un de ses cycles les plus importants, le cycle de Fondation, sachant qu'Asimov c'est le cycle de Fondation et le cycle des robots. Et bien justement, moi j'ai pas envie de vous vendre Fondation, qui est très bien, j'ai plutôt envie de vous vendre, pas forcément le cycle des robots à proprement parler, mais plutôt les nouvelles. Isaac Asimov c'est aussi un auteur qui a fait énormément de nouvelles, et notamment des nouvelles sur les robots, qui je pense sont vraiment à lire, vraiment à connaître, très intéressantes, parce que de toute façon, certes, ça concerne les robots, mais ça concerne toujours l'espace, parce qu'avec Asimov, on est dans l'espace, on est à un moment où l'humanité est divisée entre spacers et settlers. Bon, pas que, parce que Asimov, c'est des cycles sur des milliers, dizaines de milliers d'années, mais peu importe. Peut-être juste pour vous dire aussi pourquoi moi je vous cite plus peut-être Asimov que des auteurs contemporains, c'est que ça fait aussi partie des auteurs qui ont écrit durant la période que j'étudie moi dans ma thèse, années 50, années 60, puisque c'est quelqu'un qui est dans 1920, mort en 92, voilà pour briller le dimanche ou pour briller le samedi au réveillon de Noël ou le dimanche à Noël même. Asimov d'ailleurs pour les robots, vous le connaissez certainement dans tous les cas, puisque si vous avez déjà entendu parler des 3 lois de la robotique, eh bien c'est lui, sans compter la loi 0, qui est la plus intéressante, je n'en dirai pas plus. Pourquoi essayer de trouver un recueil des nouvelles d'Asimov ? Je vais vous donner 2 synopsis pour vous montrer un peu l'intérêt que vous pouvez y retrouver.
Vous êtes dans une station spatiale, vous avez une intelligence robotique qui est développée dans cette station, et cette intelligence robotique ne connaît que la station. Et lorsqu'on lui apprend qu'il existe quelque chose en dehors de la station, cette intelligence robotique dit que ça n'existe pas. Parce qu'elle développe un raisonnement cartésien à la Descartes, petit souvenir de philo en terminale, et dit que c'est pas possible. Il n'y a rien qui existe en dehors de ça, parce qu'elle ne peut pas le voir. Voilà ce que vous pouvez trouver dedans. Autre élément, autre nouvelle, pour vous faire un petit synopsis. Vous développez une intelligence artificielle, un robot, qui est capable de lire dans les esprits. La première loi de la robotique, c'est qu'un robot ne peut pas porter atteinte, ne peut pas blesser un humain. Si un robot est capable de lire dans vos pensées, elle ne va pas chercher, elle va faire en sorte de ne pas vous blesser psychiquement, de ne pas vous blesser émotionnellement. Et donc, le robot va être obligé de mentir. Et sauf que lorsque l'humain s'en rend compte, ça fait des drames. Voilà le genre de scénario que vous pouvez trouver dans les nouvelles d'Asimov qui, je pense, méritent d'être lues. Je n'ai pas forcément d'édition à vous donner, parce qu'en fait, il y en a eu énormément d'éditions. Mais si vous voulez offrir un cadeau sur un classique de la science-fiction, de la même façon, partez pas forcément sur Fondation où vous allez devoir en acheter, je sais plus combien de tomes, peut-être 5, 6, 7 tomes. C'est toujours pénible, surtout si le cadeau plaît pas trop. Au moins, si vous achetez un recueil de nouvelles, eh bien écoutez, si la personne ça lui plaît, tant mieux, elle ira acheter le reste. Si ça lui plaît pas, dans tous les cas, elle a quelque chose qui est disons, consistant et qui ne nécessite pas de suite. Et un point qui est intéressant en parlant d'Asimov, si je ne me trompe pas, en plus d'être un auteur prolifique, c'était un scientifique aussi de formation. Si je m'abuse, et ce qui a apporté justement une vision un peu plus fondée, sans faire de mauvais jeu de mots avec Fondation, sur les briques scientifiques et technologiques qu'il évoquait, parce qu'en plus c'est quand même une époque assez lointaine, mine de rien aujourd'hui. Est-ce que tu sais à peu près quand est-ce qu'on étaient publiés les livres, enfin quand est-ce que vivait Asimov et quand est-ce qu'écrivait Asimov ? C'est les années 50-60, 40, voilà. 50-60. Parler de la société des robots, enfin de fondations même liées à la robotique, c'est quand même vachement en avance sur son temps pour sa période d'écriture. Donc bon, non, c'est vachement... Moi, j'en ai encore jamais lu en long et en large et en travers, disons. J'ai connu Fondation, mais c'est, je pense, quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la science-fiction, avec une partie, ce qu'on appelle hard science, donc qui se base sur des faits, un minimum réel, qui s'appuie sur des faits scientifiques, quoi, disons. Sachant que ce qui est intéressant en plus, c'est que si vous avez, je sais pas, quelqu'un qui fait un peu de sciences sociales, ça peut l'intéresser parce que Asimov, c'est quelqu'un qui va aussi décrire notamment ce que serait une société dans laquelle les individus ont une longévité beaucoup plus grande et des individus qui ne font plus rien parce que les robots font tout. Et quelles sont les conséquences, par exemple, sur les relations familiales, sur les relations sociales, ce genre de choses. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est assez philo en réalité, Asimov. C'est ça qui est vraiment pas mal du tout. Bah écoute, merci beaucoup pour cette deuxième recommandation cadeau. Je vais passer la parole à mon cher Thomas qui avait, je crois, aussi une nouvelle proposition à nous présenter. Alors, j'en ai toute une flopée même, mais pour aller à l'essentiel, on va sortir du livre. Je vous propose un DVD. Alors, un DVD, j'ai l'impression de parler comme si on discutait du Minitel ou d'une cassette. Mais finalement, un bon vieux DVD, pas des moindres, celui d'Alexandre Astier. Celui qui va vous présenter dans les plus belles images et dans le plus beau son, l'Exoconférence. L'Exoconférence pour lequel, je ne me souviens plus exactement du nom de la récompense, il faut savoir qu'il a été récompensé par un ordre scientifique pour sa qualité de vulgarisation, où on pourra retracer les bases de la cosmologie, des UFO, donc des ovnis, de la croyance populaire et des grosses conneries qu'on peut y entendre. Tout ça sous la patte humoristique d'Alexandre Astier, des recherches scientifiques qu'il a effectuées pendant, je crois, plus d'1 an. En tout cas, vous avez là quelque chose qui ne se trouve pas actuellement sur les plateformes de streaming, mais un DVD qui vaut le coup, une conférence qui vaut le coup, qui permettra aux moins aguerris du sujet d'en apprendre énormément, mais aussi à ceux qui en savent un peu plus de passer un excellent moment. Voilà, donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi c'est un vrai plaisir. Oui, je l'ai vu en DVD plusieurs fois et j'ai eu la chance de le voir aussi en live dans une salle des contrées de l'ouest de la France, et franchement c'était incroyable. Et en plus de ça, à la fin de la représentation, on a un petit morceau joué en live par Alexandre Astier et son groupe du moment pour l'événement, et c'est quand même assez incroyable. Et si tu peux nous citer même pourquoi il joue cette musique, c'est qu'il répond à une phrase qu'a dit un philosophe scientifique. C'est le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Exactement. Et c'est, je crois, Blaise Pascal, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait.
qui est une des plus belles phrases scientifiques que j'ai entendues, et qui, c'est vrai, voilà, je me rappelle plus exactement à quel moment il la citait, mais c'est juste avant. Et voilà, c'est encore une fois très radiophonique, mais il est avec une bougie, etc., au milieu de la scène, et il cite cette phrase, il souffle la bougie, on se retrouve dans le noir, et là d'un coup, tu as, bon, on spoil un petit peu, mais tu as la musique qui arrive, et franchement... Et on lui file une basse. Voilà, et puis on connaît la qualité à la fois humoristique, scénariste, etc., metteur en scène d'Alexandre Astier, mais il est aussi grand musicien de formation, et franchement ça... à la fois en live, mais aussi même en DVD ou en visionnage replay ou quoi, c'est hyper fort, je trouve. C'est vachement prenant, en tout cas, comme spectacle. Donc vraiment, je le recommande aussi très chaleureusement. Et pour finir sur une fun fact, Alexandre Astier vous filera un joyeux petit point commun entre l'espace et les framboises. Effectivement, et ça, on n'en dira pas plus, on vous laissera découvrir. Merci beaucoup Thomas pour cette seconde recommandation. Je vais à nouveau passer la parole à Camille, qui aurait peut-être une deuxième proposition à nous faire. Exactement, et donc je vais pas vous présenter un livre. Moi, c'est quelque chose de plus immatériel, puisque c'est une version d'application pour regarder le ciel. C'est un peu mon fil rouge. Moi, celle que j'utilise particulièrement, c'est Stellarium, que vous connaissez peut-être, qui est un logiciel libre de droit, et qui quand même a une version plus, ou qui permet en fait d'avoir donc plus de fonctionnalités, donc par exemple des images en haute résolution, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des paramètres avancés, de la planification d'observation, des calendriers, bref, énormément d'options que vous pouvez découvrir. Et c'est un cadeau que je pense qui peut faire très plaisir à des personnes qui sont justement assez pointues. Et c'est vraiment allier l'utile à l'agréable avec ce cadeau. Donc là, je ne cite que Stellarium parce que c'est le logiciel que je connais. Donc c'est 19,99€ pour un achat, pour le payer une fois et le débloquer à vie. Donc c'est un petit cadeau, voilà, pas très cher, et je pense qu'il peut faire plaisir à plein de personnes. Ouais, c'est vrai qu'il en existe plein. Alors moi, je connaissais Star Walk, qui a, je crois, 2 versions en plus. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas celle-ci, mais ça peut être super intéressant. Et je confirme, ça peut être un beau cadeau. On a le planétarium mobile pour l'intérieur et l'application pour aller se balader dehors. Et qui est vraiment, je pense, tu l'évoquais, à la fois accessible pour les personnes qui sont un peu pointues dans le sujet, mais je pense que ça peut être aussi un très bel outil pour découvrir un petit peu le ciel, et du coup savoir ce que tu observes, parce que souvent on peut, quand on est à la campagne, etc., avoir la chance d'avoir un ciel étoilé magnifique, mais sans trop savoir ce qu'on regarde. Et avec ce genre d'application, il y en a d'autres comme tu les as cités Thomas, mais ça permet de pointer ton téléphone et de savoir ce que tu as en face de toi, quelle constellation, quelle planète, quelle étoile, et ça apporte, en tout cas je trouve, une compréhension beaucoup plus fine et d'autant plus passionnante de ce que tu as au-dessus des yeux, quoi. C'est ça, c'est une certaine accessibilité qui est amenée grâce à ces applications-là, parce que c'est vrai que les cartes du ciel, par exemple, c'est pas du tout... quand on s'y connaît pas, c'est assez effrayant, et c'est difficile de comprendre comment est-ce qu'on la lit, comment est-ce qu'on... Enfin voilà, c'est pas quelque chose de forcément inné, donc les applis, c'est vraiment un bon support pour découvrir ça, effectivement. Bah écoute, merci beaucoup pour cette deuxième recommandation. Moi, je voulais vous parler d'un petit objet aussi qui me tient particulièrement à cœur, parce que très honnêtement, malgré son prix assez élevé, je vous le dis tout de suite, ça coûte aux alentours de 200€. Je voulais vous parler du Mova Globe. Peut-être que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous connaissent cet objet, qui a vraiment un potentiel époustouflant, incomparable, je trouve. Pour vous expliquer, ce sont des petits corps célestes, donc que ce soit des étoiles ou des planètes, qui sont en rotation permanente au sein d'une sphère de verre, donc ce qui donne un reflet et un réalisme parfois vachement bluffant, je trouve, et de plus ou moins grande taille. En général, ça peut aller de tenir dans la main à tenir entre 2 mains, parfois pour les plus grands, mais là ça coûte plutôt de l'ordre de 400€, et qui fonctionne à l'énergie lumineuse, donc solaire, avec des cellules solaires, et donc il n'y a pas besoin ni de brancher l'objet, ni de batterie ou quoi que ce soit. Dès que vous allumez une lumière, même artificielle, il se recharge et il tourne grâce à ça. Et vraiment, je vous invite, alors encore une fois, on est à la radio, on le sait, mais éventuellement à aller sur la chaîne YouTube de l'entreprise qui crée ces objets, donc qui s'appelle Mova Globes, parce qu'il y a de tout. Il y a la Terre, il y a des planisphères, il y a Mars, le Soleil, il y a des exoplanètes, il y a Jupiter, et ça donne vraiment des choses bluffante. Moi, souvent, ça m'arrive d'en voir dans des magasins, dans les rues à Toulouse, et de m'arrêter pendant 5 minutes à regarder toutes les versions des Mova Globes, parce que je me dis un jour, putain, il faut que j'ai ça. C'est hypnotisant, ça tourne naturellement à une vitesse qui est relativement réaliste, et en plus de ça, c'est
pas consommateur d'énergie, etc. Tu peux le poser où tu veux. Et il y a quasiment un petit effet de lévitation par rapport aux supports qui peuvent être différents d'ailleurs. Et moi, je trouve, très honnêtement, alors c'est un objet onéreux, on a parlé de certains cadeaux qui coûtaient quand même un petit peu d'argent, mais celui-ci, je me dis qu'un jour, quoi qu'il en soit, j'en voudrais un chez moi. Et donc voilà, je voulais vous en parler ce soir, parce que c'est quand même en lien avec le spatial direct, et ça me fait rêver depuis quelques années maintenant. Et il y a pas mal d'images sur Internet. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une petite sélection si vous avez éventuellement d'autres sujets, d'autres objets spatiaux et cadeaux spatiaux à recommander, chacun et chacune. Je vous laisse 2 minutes chacun, si vous en avez encore, pour présenter une petite mitraillette de références cadeaux. Et je vais peut-être laisser mon cher Thomas commencer. Ouais, bien sûr. Alors, en rafale, moi je vous propose, si c'est pas le cas, de vous plonger dans l'univers de Star Wars. Vous pourrez retrouver livres, musique, films, séries, livres, BD, comics et j'en passe. Donc on peut se lancer là-dedans facilement. Le formidable jeu vidéo qui a quelques années maintenant, mais Mass Effect, une trilogie plus 1, mais j'ai pas envie de l'aborder. Je vous conseille la première trilogie qui vaut largement le coup pour sa musique, ses images et son scénario qui peut être fait et refait. Pourquoi pas des entrées pour la Cité de l'Espace, une belle visite à deux, pourquoi pas une nocturne pendant l'été, un bel événement, une conférence. Ça ne mange pas de pain et au contraire ça fait plaisir. On retrouvera aussi de magnifiques maquettes en bois ou en métal que vous pourrez trouver dans tous les magasins spécialisés de jeux de société ou autres. Des maquettes à construire soi-même. Pourquoi pas aussi des jeux de société interactifs, audio, qui vous permettent de mener l'enquête à travers un vaisseau à plusieurs ou en solidaire. Et après, dans tous les cas, le spatial regorge de possibilités et la culture d'aujourd'hui ne cesse de l'exploiter. Eh bien écoutez, moi je voulais revenir très rapidement éventuellement dans ces recommandations annexes sur un jeu vidéo également dont je vous ai déjà parlé, donc je ne vais pas épiloguer, mais vraiment, Outer Wilds, jouez-y, achetez-le, soutenez le studio qui a été à l'initiative de ce projet donc, de thèse puis de réalisation de jeux vidéo entier. C'est quelque chose d'extrêmement prenant et à la fois envoûtant, et c'est une expérience qui est unique. Donc je me considère comme un des chanceux qui a pu le tester et aller jusqu'au bout du jeu, mais toutes les personnes qui n'y ont jamais joué ont une chance incomparable de pouvoir le découvrir, celle que je n'ai plus malheureusement aujourd'hui. Et sinon il existe plein de séries spatiales qui sont très cool aussi, dont on a déjà parlé pour certaines, mais il y en a une qui moi m'intéresse. Je vais parler d'une série que j'ai pas encore vue mais dont j'ai entendu beaucoup de bien, qui s'appelle For All Mankind, qui est officiellement disponible sur Apple TV, je crois, ou quelque chose comme ça, que vous pouvez éventuellement trouver plus ou moins légalement sur d'autres supports, mais dont j'ai vraiment envie de découvrir les différents traits et me plonger dans cet univers dystopique plutôt, ouais, et qui me paraît uchronique. Exactement, c'est le vrai terme, et qui me dit beaucoup. Je sais qu'il y a vraiment un propos un petit peu à la The Man in the High Castle, qui est une autre série qui là n'est pas spatiale, mais qui est aussi uchronique, si je dis pas de bêtises, qui m'a beaucoup plu. Donc je me dis que vraiment celle-ci, je peux la conseiller, même sans l'avoir vue, et ça c'est assez rare. Je sais pas si vous aviez éventuellement d'autres suggestions. Vas-y, Camille. Oui, moi j'ai une autre suggestion, ça va être un jeu de société, le Ciel Interdit, donc qui suit en fait l'île interdite et le désert interdit. C'est un jeu de société coopératif, en fait vous vous retrouvez bloqué dans le ciel, et donc le lien avec le spatial c'est que les joueurs vont devoir coopérer avec des rôles pour devoir faire décoller leur fusée. Et en fait, c'est un jeu qui va se jouer sur le temps, qui a une ambiance assez stressante, mais qui est du coup en coopération, donc c'est super cool. Ça joue beaucoup sur on va dire, l'esprit d'équipe. Et à la fin, le but, c'est vraiment de faire décoller sa fusée, et la fusée décolle. Donc c'est vraiment trop chouette comme jeu, et je le conseille, voilà. Et ça peut jouer à combien de personnes ? Je crois Ou que ça doit se jouer à combien de personnes ? Ça se joue au moins à 3, je dirais, et ça se joue jusqu'à 8. Et voilà, c'est un gros jeu de plateau, ça prend à peu près 45 minutes, mais c'est assez facile à prendre en main quand même. C'est pas un gros jeu de rôle qui est des fois un peu qui manque d'accessibilité parfois. Eh bien, moi, je vais continuer à faire mon rat de bibliothèque et conseiller 2 autres auteurs. Alors, pour ceux qui aiment vraiment la science-fiction dure, c'est-à-dire vraiment la science-fiction très technique, très scientifique, je conseille Kim Stanley Robinson pour Mars la rouge, Mars la verte, Mars la bleue. Ça fait un gros pavé, ça fait 3 gros pavés. Mais pour le coup, ceux qui aiment vraiment le côté très scientifique de la science-fiction vont se régaler.
Et bon, éventuellement, je vais aussi conseiller quelque chose qui est sorti en série, c'est The Expanse. Moi, j'ai vu que les 2 premières saisons, je vais pas parler de ce qui a été fait sur ce plan, mais par contre des livres qui vont beaucoup plus loin que la série, pour avoir déjà parlé à des gens qui, eux, ont regardé la série. Et pour le coup, ça en vaut la peine d'aller au bout des bouquins, sachant qu'ils sont finis et tous traduits en français depuis pas si longtemps. Donc vous n'allez pas être frustré à devoir attendre comme moi le dernier volume en français. Donc c'est James Corey. En fait, il y a 2 auteurs derrière, mais cherchez James Corey, The Expanse. C'est vraiment une très belle série. Bon, là, pour le coup, par contre, il va falloir acheter plusieurs bouquins si la personne aime ça. Combien il y en a? Ou la colle 7, je crois. Ouais, donc un certain nombre. Ouais, je me demande même s'il n'y en a pas 8 ou 9 de mémoire, mais parce que ça dépend des éditions, parce qu'il y a à savoir, pour les avoir commencées, pour avoir regardé la série, selon les éditions, il y a des condensés qui sont en 3-4, mais des pavés où tu peux faire un mur avec, et t'en as qui sont divisés en 7-8 volumes, je crois. Et la série, pour l'avoir aussi regardée, je sais que Thomas nous en avait déjà parlé, vaut le coup aussi. Elle a ses défauts, elle a ses qualités, voilà. Mais elle vaut le coup, je trouve. La série, à l'image de ce qu'on peut en penser, c'est une série qui a changé de boîte de production à un moment, mais qui est passée de petit budget, et en fait, plus on avance, plus on en prend plein les yeux, la musique est géniale, et comme toi, je me joins à ta recommandation. Bah écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous de m'avoir accompagné dans cette émission, aux auditeurs et auditrices également de nous avoir suivis jusqu'ici. Donc merci François, merci Thomas et merci Camille. J'espère que ça a été un bon moment. Tout s'est bien passé? Très bien. Formidable. Tout va bien. Et un joyeux Noël. Exactement, et on est très content d'avoir pu vous accompagner dans ces périodes de fête. On espère que vous pouvez profiter avec vos familles, ou non, dans tous les cas que vous pouvez profiter de cette période qui est festive et que vous pouvez découvrir de nouvelles choses qui vont vous accompagner pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission d'Odyssée. Et dans tous les cas, continuez d'écouter de la musique, des podcasts et continuez à suivre Good Morning Toulouse. Et on se retrouve très bientôt. Bonne soirée.